Je m'appelle Miller et, à 32 ans, j'ai passé 8 ans à construire une carrière de développeur de logiciels tout en regardant ma sœur Nathalie recevoir des faveurs sans fin. En grandissant, le schéma était clair. Elle était l'enfant chéri. J'étais la pensée secondaire. Grâce à la discipline et au sacrifice, j'ai réussi à économiser près de 175 000 $, jusqu'à ce que Nathalie décide qu'elle y avait droit. Ce qui a suivi a été la trahison familiale ultime qui m'a forcé à choisir entre mon avenir et leur approbation. Avant de vous raconter comment toute ma famille s'est retournée contre moi, faites-moi savoir d'où vous regardez et appuyez sur ce bouton d'abonnement si vous avez déjà dû tenir tête à des membres de votre famille qui se croient tout permis. J'ai grandi dans une banlieue de classe moyenne à environ 30 km de Boston. Sur le papier, nous étions la famille américaine par excellence. Papa avait gravi les échelons jusqu'à un poste de cadre moyen dans une banque régionale, fier de son bureau d'anglais de sa voiture de fonction. Maman enseignait en 3e année à l'école primaire locale, aimait des élèves et des parents pour ses méthodes d'enseignement créatives. Notre maison coloniale de 3 chambres, avec son petit jardin bien entretenu, était nichée dans un quartier où les enfants faisaient du vélo jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. De l'extérieur, le portrait de la famille Carlson semblait parfaitement normal. 2 parents qui travaillent, 2 enfants, un chien nommé Rusty et des barbecues dans le jardin les week-ends d'été. Mais à l'intérieur de ces murs, la dynamique était tout sauf équilibrée. Depuis mes plus lointains souvenirs, le favoritisme envers ma sœur Nathalie était subtil mais indéniable. Quand elle avait 13 ans et moi 10, elle avait des tenues neuves pour l'école tandis que je portais les vêtements d'occasion de mes cousins. Papa justifiait cela par des excuses pratiques. Les vêtements de filles ne peuvent pas vraiment être transmis, Miller. Sois pratique. Maman ajoutait que Nathalie devait s'intégrer avec ses amis. Tu sais comment sont les filles de cet âge. Leur calendrier avait toujours de la place pour les événements de Nathalie. Mes parents ne manquaient jamais ces spectacles de chorale ou ces matchs de football, assis au premier rang et enregistrant chaque instant. Pendant ce temps, mes compétitions académiques ou mes matchs de baseball étaient suivis sporadiquement, voire pas du tout. Il y avait toujours une raison, papa avait une réunion importante, maman avait des copies à corriger. J'ai appris à leur parler de mes événements à la dernière minute, m'épargnant la déception de m'attendre à ce qu'ils viennent. Le schéma a atteint son paroxysme lors de ma remise de diplôme de fin d'études secondaires. Je devais recevoir un prix pour mes réalisations exceptionnelles en informatique, quelque chose pour lequel j'avais travaillé pendant 4 ans. Au milieu de la cérémonie, j'ai regardé depuis la scène mes parents se sont éclipsés par la porte de derrière. Plus tard, j'ai appris qu'ils étaient partis pour arriver à temps au récital de danse de Nathalie de l'autre côté de la ville. Quand je suis rentré à la maison, toujours dans ma toge de diplômé, la maison était vide. Une note griffonnée à la hâte sur le comptoir de la cuisine disait « Félicitations. Reste dans le frigo. » On a dû emmener Nat dîner pour fêter ça avec ses amis de la danse. Ne nous attends pas, cette nuit-là m'a façonné plus qu'ils ne le sauront jamais. Je me suis assis seul sur notre porche arrière, toujours dans mes vêtements de diplômé, et je me suis fait une promesse. Je construirai ma vie sans rien attendre de personne. L'indépendance n'était pas seulement un objectif. C'est devenu mon bouclier. J'ai eu mon premier emploi à 16 ans, travaillant le week-end chez Compte, le magasin d'électronique local. Tandis que mes amis passaient leur samedi au centre commercial, j'apprenais les composants informatiques avec Gary, le directeur bourru mais compétent qui avait reconnu ma curiosité. Après les heures de travail, il me laissait démonter et remonter les modèles d'exposition qui ne se vendaient pas bien. Tu as l'esprit pour ça, disait-il, ce qui signifiait plus pour moi que n'importe quel compliment à demi-mot que mes parents m'aient jamais offert. Le lycée n'était plus qu'une obligation diurne. Les soirées et les week-ends étaient consacrés à l'apprentissage autodidacte de langage de programmation grâce à des livres de bibliothèque et au premier forum internet. Ma chambre s'est transformée en un atelier de pièces technologiques jetées et de manuels de programmation. Maman se plaignait du désordre, mais n'interférait jamais. Mon espace était le seul domaine où j'avais une autonomie totale. Lorsque la saison des candidatures à l'université est arrivée, le contraste entre l'expérience de Nathalie et la mienne n'aurait pas pu être plus frappant. Mes parents avaient contribué au fonds d'études de Nathalie depuis sa naissance. Plusieurs visites de campus ont été organisées pour elle, des photos professionnelles prises pour les candidatures et un tuteur de préparation au SAT a été embauché malgré son intérêt médiocre pour les études. Pour moi, la conversation a été brève. L'université d'État a un programme d'informatique décent et tu peux vivre à la maison pour économiser de l'argent. Le message implicite était clair.
Les ressources familiales étaient allouées ailleurs. J'avais d'autres plans. Grâce à des études acharnées et à ces mêmes compétences en programmation que je m'étais enseigné, j'ai obtenu une bourse au mérite pour le programme d'ingénierie de l'Université d'État. Le jour où la lettre est arrivée, maman a dit qu'elle était fière mais a rapidement changé de sujet pour s'inquiéter des décisions universitaires à venir de Nathalie. Papa a simplement hoché la tête et a demandé si la bourse couvrait le logement et la nourriture. Ce n'était pas le cas, mais j'avais déjà calculé exactement combien d'heures je devrais travailler pour me permettre un appartement en colocation près du campus. L'université a continué sur le modèle de l'autonomie. Je travaillais 25 heures par semaine au service informatique de l'université tout en suivant un programme de cours complet. Les vacances signifiaient prendre des quarts de travail supplémentaires pendant que les autres étudiants rentraient chez eux. Pendant ce temps, Nathalie fréquentait une coûteuse université privée d'arts libéraux à 3 états de là. Son appartement entièrement meublé par nos parents, ses dépenses mensuelles couvertes par leur carte de crédit. Ta sœur n'est pas aussi naturellement capable que toi, m'expliquait maman lors de rares conversations téléphoniques. Elle a besoin de plus de soutien pour s'épanouir. Après l'obtention de notre diplôme, nos chemins ont divergé de manière encore plus spectaculaire. J'ai obtenu un poste chez TechFusion, une entreprise de logiciels en pleine croissance à Boston. Le salaire de départ n'était pas impressionnant, mais le potentiel de croissance l'était. J'ai loué un modeste appartement d'une chambre dans un quartier peu à la mode et je conduisais la même Honda fiable que j'avais achetée à l'université. Chaque chèque de paie était méticuleusement alloué, nécessité, fonds d'urgence, compte de retraite et mes économies en constante augmentation. Le parcours post-universitaire de Nathalie ressemblait à un jeu coûteux de saut de carrière. D'abord, son poste de coordinatrice marketing dans un magazine de mode, qu'elle a quitté après 6 mois parce que son patron étouffait sa créativité. Puis nos parents ont payé pour qu'elle suive un programme de design d'intérieur, qu'elle a abandonné à mi-parcours après avoir décidé que ce n'était pas sa passion. Un bref passage dans la vente pharmaceutique s'est terminé lorsqu'elle n'a pas pu atteindre les objectifs trimestriels. Maintenant, elle travaillait dans une agence immobilière de luxe, un emploi qu'elle occupait depuis près de 11 mois, sa plus longue période d'emploi à ce jour. Pendant qu'elle changeait de carrière et d'appartement, je maintenais le cap. Mon style de vie est resté modeste malgré les promotions et les augmentations de salaire. Mon appartement était fonctionnel plutôt que à la mode. Ma garde-robe se composait de basiques qui ne feraient pas sourciller au bureau, mais ne feraient pas non plus tourner les têtes. Le seul luxe que je m'accordais était un voyage de randonnée annuel dans les parcs nationaux où je me déconnectais complètement pendant une semaine. Mes collègues me taquinaient parfois sur mes habitudes frugales, mais j'avais une feuille de calcul. Ils ne voyaient pas celle qui suivait mes investissements, mes économies et mon calendrier prévisionnel pour l'indépendance financière. Mon but ultime n'était pas des voitures de luxe ou des marques de créateurs. Je rêvais d'atteindre un point où je pourrais créer ma propre société de conseil en logiciel ou financer une start-up technologique sans que les investisseurs ne contrôlent ma vision. Peut-être même prendre ma retraite anticipée et voyager beaucoup, une liberté qui nécessitait du capital et de la discipline. Les réunions de famille sont devenues des exercices d'esquive. Papa s'enquérait de mon travail avec un vague intérêt, son attention ne s'éveillant que lorsqu'il était question d'éventuelles augmentations de salaire. Toujours dans la même entreprise, hein? Pas d'ambition de monter dans l'une de ces grandes entreprises technologiques. L'argent est bien meilleur. Il n'a jamais tout à fait compris que la stabilité et la croissance à long terme dans une entreprise qui respectait l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée correspondaient parfaitement à ma stratégie financière. Maman examinait mes vêtements pratiques et ma coupe de cheveux avec une légère déception, suggérant parfois que je vive un peu ou se demandant à voix haute si je sortais avec quelqu'un qui pourrait apporter un peu d'excitation dans ma vie. La suggestion que mon approche méthodique de la vie indiquait un manque plutôt qu'un choix délibéré était un courant sous-jacent constant. L'approche de Nathalie vis-à-vis de ma discipline financière a évolué de méprisante à exigeante au fil des ans. Au début, elle plaisantait sur le fait que j'étais radin ou ennuyeux. Plus tard, elle a commencé à laisser entendre qu'il fallait aider la famille chaque fois qu'elle rencontrait des difficultés financières. Les petits prêts demandés sont devenus des prêts plus importants attendus. 100 $ pour des réparations de voitures imprévues sont devenus 500 $ pour le loyer lorsqu'elle a décidé de prendre une semaine de congé sans solde. Le délai de remboursement s'est étiré de la semaine prochaine à quand les choses se calmeront à simplement plus mentionner du tout. J'ai maintenu des limites prudentes, aidant parfois pour des dépenses vraiment essentielles, mais refusant de financer des choix de vie qui dépassaient ses revenus. Chaque refus était accueilli par une manipulation émotionnelle croissante, des larmes, des accusations d'égoïsme, des rappels de la façon dont nos parents l'avaient toujours aidé.
C'est différent, argumentait-elle lorsque je soulignais l'inégalité. Ce sont des parents. C'est ce que font les parents. Ce qu'elle voulait vraiment dire, c'est ce que les parents font pour toi, ce que les frères et sœurs font pour moi. Le schéma a continué pendant des années, créant une dynamique tendue mais gérable. Puis est arrivé le dîner du dimanche qui allait finalement briser notre famille et changer la trajectoire de ma vie pour toujours. Avril en Nouvelle-Angleterre apporte un temps imprévisible, et ce dimanche particulier a connu une chaleur inhabituelle qui a incité les voisins à installer leurs meubles de patio avec optimisme. Je ne rendais plus visite à la maison de mes parents que rarement, limitant les interactions familiales aux grandes fêtes et à de rares dîners du dimanche, lorsque la culpabilité de décliner trop d'invitations l'emportait sur mon désir de solitude paisible. Ce soir-là, je suis arrivé à la maison coloniale familière avec une bouteille du vin blanc préféré de maman et la résignation de quelqu'un qui se prépare à une obligation sociale inévitable. La maison sentait le rôti de bœuf et le poli à meubles au citron. Le rituel de préparation du dîner du dimanche de maman n'avait pas changé en 20 ans. Papa était installé dans son fauteuil inclinable, regardant le golf avec la concentration étudiée de quelqu'un qui évite les tâches ménagères. Il a brièvement levé les yeux quand je suis entré. « Miller, tu es en avance pour une fois. » Pas une question, pas tout à fait un salut, juste une observation avec la plus légère pointe de surprise. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier, son sourire d'institutrice fermement en place. « Voilà mon garçon occupé, j'allais justement t'appeler pour m'assurer que tu t'en souvenais. » Elle a accepté le vin avec une gratitude exagérée, comme si je lui avais présenté un millésime rare au lieu de son chardonnay habituel à $12 de l'épicerie. La conversation du dîner a suivi le schéma habituel. Papa s'est enquis de mon travail avec le vague intérêt de quelqu'un qui discute du passe-temps d'une lointaine connaissance. Toujours à réparer des problèmes d'ordinateur pour la même entreprise, a-t-il demandé entre deux bouchées de rôti de bœuf. Créer des solutions logicielles. Ai-je corrigé doucement, la même clarification que j'avais offerte d'innombrables fois. Et oui, TechFusion se porte bien. Nous venons de décrocher un important client dans le secteur de la santé qui devrait nous occuper jusqu'à l'année prochaine. Les ordinateurs, a hoché la tête papa d'un air sage, comme pour résumer un concept complexe. Bon travail stable, je suppose. Pas excitant, mais stable. Maman a redirigé la conversation avec une diplomatie étudiée. J'ai croisé Margaret Wilson à l'épicerie. Tu te souviens d'elle, elle enseignait la musique à mon école. Son fils travaille maintenant dans l'une de ces grandes entreprises technologiques. Comment s'appelle-t-elle? Google. Google, maman. Oui, c'est ça. Apparemment, ils ont des fauteuils de massage et un déjeuner gratuit tous les jours. Avez-vous quelque chose comme ça dans votre entreprise? Avant que je puisse expliquer que des avantages comme les fauteuils de massage compensent souvent des heures de travail exténuantes et des attentes qui mènent à l'épuisement professionnel, la porte d'entrée s'est ouverte avec une force dramatique. Nathalie est entrée en coup de vent, avec 45 minutes de retard, ne portant rien d'autre qu'une excitation rayonnante, comme si elle avait apporté le cadeau le plus précieux de tous, sa présence. « Désolée, je suis en retard », a-t-elle annoncé sans avoir l'air le moins du monde désolée. Vous n'imaginez pas la journée que j'ai eue. Elle a fait la bise à maman, a fait un high-five à papa et m'a fait un signe de la main distrait avant de se laisser tomber sur sa chaise à table. J'ai besoin de vin immédiatement. J'ai la plus grande nouvelle. Maman s'est empressée de lui verser un verre tandis que papa se penchait en avant avec un intérêt sincère qui avait été notablement absent lors de mon bilan de carrière. J'ai reconnu la chorégraphie familiale. L'entrée de Nathalie réinitialisait toujours l'énergie de n'importe quelle pièce, la plaçant en son centre. Je l'ai trouvée. A déclaré Nathalie après une gorgée théâtrale de vin. La maison absolument parfaite. Une maison pour un client? A demandé maman. Nathalie a ri comme si maman avait dit quelque chose d'adorablement naïf. Non, pour moi. C'est à Brookline. Une magnifique maison de style néocolonial avec des planchers de bois franc d'origine et une véranda qui serait parfaite pour le yoga du matin. 3 chambres, 2 salles de bain et demi, et la cuisine. Elle a serré son cœur de façon dramatique. Cuisinière viking, comptoir en marbre et ses suspensions qui semblent tout droit sorties d'un magazine. Papa a légèrement froncé les sourcils. Brooklyn, c'est cher. Combien ça coûte, un endroit comme ça, de nos jours? 795 000 $, a répondu Nathalie nonchalamment, comme si elle discutait du prix d'un plat principal plutôt que d'une somme que la plupart des gens mettraient des décennies à accumuler.
J'ai failli m'étouffer avec mon eau. Nathalie occupait son poste actuel depuis moins d'1 an. Même avec de généreuses commissions immobilières, le calcul était impossible. Ma chérie, c'est merveilleux que tu aies trouvé quelque chose que tu aimes. Mais, a commencé doucement maman. J'ai déjà versé un acompte remboursable pour la réserver. A interrompu Nathalie, rayonnante. Le marché est tellement compétitif en ce moment. Mon amie courtière, Sandra, a dit que je devais agir vite. Ne vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Papa avait l'air à la fois inquiet et impressionné par son initiative. Maman m'a jeté un rapide coup d'œil, sentant peut-être mon scepticisme, avant de se tourner vers Nathalie avec un sourire forcé. Eh bien, dis-nous en plus sur cette maison de rêve. Pendant les 30 minutes suivantes, nous avons eu droit à une description exhaustive de chaque détail architectural, des commodités du quartier et des futurs plans de décoration. L'enthousiasme de Nathalie était indéniable. Ses yeux pétillaient alors qu'elle décrivait le caractère et le potentiel de la maison. Pas une seule fois elle n'a mentionné des considérations pratiques comme les impôts fonciers, les coûts d'entretien ou la façon dont elle prévoyait de se permettre un prêt immobilier qui dépasserait clairement ses revenus. Alors que le dîner se terminait et que maman servait son fameux crumble aux pommes, Nathalie s'est soudainement tournée vers moi. Miller, rattrapons le temps perdu. J'ai l'impression qu'on s'est à peine parlé ces derniers temps. Aide-moi à débarrasser la table. Dans la cuisine, loin de nos parents, Nathalie a d'abord maintenu le prétexte d'un lien fraternel. Elle a posé des questions superficielles sur mon travail tout en chargeant le lave-vaisselle n'importe comment, d'une manière qui nécessiterait de tout réorganiser après son départ. Alors, le truc du codage se passe bien, tu gagnes bien ta vie. Développement de logiciels, ai-je corrigé automatiquement. Et oui, l'entreprise se porte bien. Je dirige un nouveau projet qui... C'est super, a-t-elle interrompu, clairement désintéressée par les détails. Tu as toujours été si doué pour tous ces trucs techniques. Vraiment intelligent avec l'argent, aussi. Le changement de sujet était si transparent que j'ai failli partir. Merci. Nathalie s'est appuyée contre le comptoir, étudiant sa manucure avec une désinvolture forcée. En parlant d'argent, je suis un peu dans une situation délicate avec la maison. La maison que tu ne peux pas te permettre. Les mots m'ont échappé avant que je puisse les filtrer. Son expression a vacillé entre l'agacement et la détermination. Je peux me la permettre avec le bon investissement. C'est en fait de ça que je voulais te parler. Elle a baissé la voix d'un air conspirateur. J'ai besoin d'un acompte de $125 000 dans 2 semaines pour garantir le prêt immobilier. Le chiffre flottait dans l'air entre nous. $125 000. Pas une petite faveur ou un prêt temporaire, mais une somme qui représentait des années de mon épargne disciplinée et de ma planification minutieuse. Nathalie, c'est... J'ai eu du mal à trouver des mots qui n'envenimeraient pas immédiatement la conversation. Ce n'est pas une petite somme. Où comptes-tu trouver ce genre d'argent? Elle m'a regardé comme si j'étais délibérément obtus. De toi, évidemment. Je sais que tu as économisé pratiquement chaque centime depuis l'université. Tu dois avoir au moins autant qui dort sur des comptes sans rien faire. Le sentiment désinvolte que tout lui était dû dans son ton m'a rendu momentanément sans voix. Mes économies ne faisaient pas rien. Elles représentaient la sécurité, les opportunités et la liberté face à ce type de pression financière. Mes économies sont allouées à des objectifs spécifiques. Ai-je finalement répondu, en gardant ma voix égale. Je ne suis pas en mesure de... Oh, allez, Miller, a-t-elle coupé court en roulant des yeux. Tu as juste eu de la chance avec ton travail ennuyeux dans la technologie. J'essaie de construire quelque chose de réel ici, une maison, un avenir. Cette maison est parfaite pour quand je m'installerai et que j'aurai une famille. Je n'ai pas eu de chance. J'ai travaillé de manière constante dans une seule entreprise pendant 8 ans tout en vivant en dessous de mes moyens, spécifiquement pour construire une sécurité financière. Peu importe, a-t-elle balayé d'un geste dédaigneux. Le fait est que tu as l'argent et j'en ai besoin. La famille est de la famille. Tu peux t'en passer. Il ne s'agit pas de s'en passer, Nathalie. Cela représente des années de... Je te rembourserai un jour, bien sûr, a-t-elle poursuivi comme si je n'avais pas parlé. Une fois que ma carrière aura vraiment décollé, je suis sur une énorme vente le mois prochain. Et quand le marché changera, la maison prendra de la valeur et nous pourrons considérer cela comme un investissement pour nous deux. Il n'y a pas de « nous » dans ce scénario, ai-je dit fermement. C'est ta maison,
ton prêt immobilier, ta responsabilité. Je ne te donnerai pas mes économies pour un acompte sur une maison que tu ne peux pas te permettre. Son expression s'est transformée instantanément, la façade agréable s'effritant pour révéler une colère indignée. Tu es sérieux en ce moment? Après tout ce que notre famille a fait pour toi, l'ironie de cette déclaration était si profonde que j'ai failli rire. Qu'est-ce que notre famille a fait exactement pour moi qui se compare à donner 125 000 $? Oh, tu joues encore la victime, a-t-elle ricané. Pauvre Miller, toujours à se sentir si négligé. Peut-être que si tu n'étais pas un tel robot à propos de tout, les gens voudraient vraiment t'aider. J'essaie de construire une vraie vie ici pendant que tu accumules de l'argent, pourquoi? Un avenir théorique qui pourrait ne jamais arriver. Je ne te donnerai pas l'argent, Nathalie. C'est final. J'ai gardé ma voix calme mais ferme. Ses yeux se sont rétrécis, des larmes apparaissant soudainement avec un timing suspect. Tu ne te soucies vraiment de personne d'autre que de toi-même, n'est-ce pas? Sans attendre de réponse, elle m'a bousculé et s'est précipitée dans la salle à manger. Je suis resté dans la cuisine, les mains agrippées au comptoir, prenant de profondes respirations. À travers l'embrasure de la porte, je pouvais entendre sa voix s'élever de façon dramatique. Miller refuse de m'aider. Après tout ce que j'ai fait pour lui, il ne veut pas m'aider avec la maison. Et c'est ainsi que les lignes de bataille ont été tracées dans une guerre que je n'ai jamais voulu mener. L'encadrement de la porte de la cuisine offrait une scène tout droit sortie de l'enfance. Nathalie au centre, les larmes stratégiquement déployées, mes parents se précipitant pour la réconforter tout en me lançant des regards déçus. Je me suis préparé avant de retourner dans la salle à manger où trois pères d'yeux se sont tournés vers moi avec divers degrés d'accusation. Papa a parlé le premier, sa voix de banquier mesurée mais sévère. Miller, ta sœur vient de partager ce dont vous avez discuté dans la cuisine. Je pense que nous devons parler de la responsabilité familiale. Il n'y a rien à discuter, ai-je répondu calmement. Nathalie m'a demandé de lui donner 125 000 $ pour un acompte sur une maison qu'elle ne peut pas se permettre. J'ai refusé. Ce ne serait pas donné. A interjeté Nathalie, la voix tremblant parfaitement. Ce serait aider. Un investissement dans la famille. Maman a tendu la main pour lui serrer la sienne. Ma chérie, je suis sûr que ton frère ne veut pas être difficile. Miller a toujours été. Elle a fait une pause, cherchant un terme diplomatique. Prudent avec ses ressources. Prudent, a ricané papa. Le garçon a accumulé de l'argent comme si l'apocalypse arrivait depuis ses 16 ans. Pendant ce temps, ta sœur essaie de s'établir, de se construire une vie convenable. La dynamique familière s'est réaffirmée. Mes préoccupations pratiques ont été rejetées, les décisions impulsives de Nathalie rationalisées. J'ai gardé mon calme, bien que mon pouls martelait dans mes tempes. Une vie convenable ne signifie pas acheter une maison que l'on ne peut pas se permettre avec l'argent de quelqu'un d'autre, ai-je dit doucement. Cette attitude est exactement la raison pour laquelle tu es seul. A soupiré maman, la remarque incongrue atterrissant comme un coup calculé. Toujours les chiffres, jamais le cœur. Papa s'est penché en avant. Sa posture autoritaire rappelant les sermons de l'enfance. Fils, la famille, c'est se soutenir les uns les autres. Ta mère et moi avons toujours été là quand l'un de vous deux avait besoin de quelque chose. Maintenant, ta sœur a besoin de ton aide pour quelque chose d'important. Vous avez été là pour Nathalie. Ai-je corrigé, les mots s'échappant avant que je puisse reconsidérer. Il y a une sacrée différence. La pièce est tombée dans le silence. J'avais enfreint la règle familiale tacite. Ne jamais reconnaître le déséquilibre. C'est injuste, a finalement dit maman, sa voix d'institutrice émergeant. Nous avons soutenu nos deux enfants de manière égale. Nathalie voit l'opportunité, passant à une indignation vertueuse. Vous voyez, c'est ce qu'il fait. Il transforme tout en une sorte de compétition, une sorte de grief. J'essaie de réaliser une étape importante de ma vie, et il ressort des histoires anciennes. Papa a levé la main pour demander le silence. Indépendamment des inégalités que tu penses avoir perçues dans ton enfance, Miller, tu es un adulte maintenant. Les adultes dans une famille se soutiennent les uns les autres. Ta sœur ne demande pas une dépense frivole. C'est une maison, une sécurité pour son avenir. Une maison qui coûte près de 800 000 $ alors qu'elle occupe son poste depuis moins d'1 an. Ai-je souligné, ce n'est pas de la sécurité. C'est de l'imprudence financière. Je suis doué dans mon travail.
a rétorqué Nathalie. Ce n'est pas parce que je ne veux pas m'asseoir dans un cubicule à écrire du charabia informatique toute la journée que je ne peux pas réussir. Papa s'est raclé la gorge. Le fait est, Miller, que nous nous attendons à ce que tu reconsidères. La famille passe avant tout. Ça a toujours été le cas dans cette maison. La conversation a tourné en rond pendant encore 40 minutes. Peu importe à quel point j'expliquais clairement mon point de vue, il était rejeté comme égoïste, froid, insensible. Finalement, je me suis excusé, prétextant une réunion matinale le lendemain. En partant, les derniers mots de papa m'ont suivi jusqu'à la voiture. Pense à ce qui compte vraiment dans la vie, mon fils. Ce ne sont pas des chiffres sur un compte en banque. La semaine qui a suivi a apporté une campagne croissante de guerre émotionnelle. Chaque matin commençait par des textos de maman, allant de la culpabilisation, à peine dormi, pensant à la déception de ta pauvre sœur, à l'agression passive. J'ai toujours pensé que nous avions élevé des enfants qui se souciaient de la famille. L'approche de papa était plus directe. Des appels téléphoniques quotidiens pendant ma pause déjeuner. Sa voix oscillant entre une déception sévère et une explication condescendante du fonctionnement des obligations familiales. Tu comprendras quand tu auras tes propres enfants un jour, disait-il à plusieurs reprises, comme si mon état d'enfant unique expliquait mon échec moral. Nathalie a employé toutes les tactiques de manipulation de son arsenal. Les textos du matin décrivaient ses larmes. Les emails de l'après-midi détaillaient les caractéristiques de la maison auxquelles elle devrait renoncer. Les messages vocaux du soir captaient ses sanglots sur le fait de laisser tomber ses collègues de l'immobilier qui avaient tiré des ficelles pour l'aider. Mercredi, le cercle s'est élargi. Tante Suzanne, la sœur de maman, a envoyé un email particulièrement cinglant. Ta mère a le cœur brisé par ton égoïsme. Après tout ce qu'ils ont sacrifié pour ton éducation et tes opportunités, c'est ainsi que tu rembourses la famille. L'ironie de ce message était profonde. Mon éducation avait été largement autofinancée grâce à des bourses et au travail, contrairement à l'expérience universitaire de Nathalie, entièrement soutenue par les parents. Cousin Marc, à qui j'avais parlé peut-être 3 fois au cours de la dernière décennie, a soudainement envoyé un texto, « Mec, aide ta sœur. » La famille d'abord, écrit à oncle Peter, le frère de papa et un entrepreneur à succès, qui a appelé pour me raisonner. Malgré avoir déposé le bilan 2 fois en raison de sa propre mauvaise gestion financière, le barrage constant a affecté mes performances au travail. Marcus, mon chef d'équipe et mentor depuis 5 ans, a remarqué ma distraction lors d'une importante réunion avec un client. Tu codes avec la moitié de ton cerveau aujourd'hui, Miller ? A-t-il demandé après, son ton plus inquiet qu'accusateur. Ce n'est pas ton genre de manquer des détails de mise en œuvre. Dans son bureau, la porte fermée, toute l'histoire a déboulé, la demande de Nathalie. La pression de mes parents, la campagne de culpabilisation coordonnée de la famille élargie. Marcus a écouté sans interrompre, son expression passant de la surprise à la compréhension. Les dynamiques familiales sont compliquées, a-t-il dit quand j'ai fini. Mais les limites financières ne le sont pas. Tu as travaillé dur pour cet argent. Ils représentent tes choix, tes priorités. Ils me font sentir comme si j'étais fou de ne pas vouloir donner la quasi-totalité de mes économies. Marcus s'est penché en arrière dans son fauteuil. Laisse-moi te poser cette question. Si tu lui donnais l'argent, que se passerait-il dans 6 mois quand elle ne pourra pas payer les mensualités du prêt ou quand les impôts fonciers arriveront ou quand le toit aura besoin d'être remplacé ? Les questions ont cristallisé mes craintes inexprimées. Ce ne serait pas un sacrifice unique, mais le premier retrait d'une vie d'obligation financière. Tu sais, a ajouté Marcus nonchalamment, nous avons ce bureau satellite qui ouvre à Berlin. Ils ont du mal à recruter des développeurs seniors avec une expérience en gestion de projet. Package de relocalisation internationale inclus. Ça pourrait valoir la peine d'y réfléchir si tu as besoin d'un peu de perspective géographique. La graine était plantée, bien que je ne l'ai pas prise au sérieux au début. Cela a changé jeudi soir lorsque mes parents et Nathalie se sont présentés à l'improviste à mon appartement. J'ai ouvert la porte pour trouver les 3 debout dans le couloir comme une équipe d'intervention. L'expression de papa était sévère. Celle de maman, inquiète. Celle de Nathalie, suffisante et pleine d'attente. Nous devons parler, a annoncé papa, me bousculant pour entrer dans mon salon sans attendre d'invitation. Pendant les 2 heures qui ont suivi, j'ai enduré ce qui ne peut être décrit que comme une embuscade émotionnelle. Papa faisait les 100 pas dans mon petit salon, me sermonnant sur la loyauté et les obligations familiales. Maman était assise sur le bord de mon canapé,
alternant entre des supplications larmoyantes sur la seule chance de bonheur de Nathalie et des soupirs déçus lorsque je restais ferme. Nathalie oscillait entre une vulnérabilité dramatique et une colère à peine dissimulée. Sa performance était calibrée pour la présence de nos parents. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi tu me détestes autant, gémit-elle. Quand maman regardait, puis elle m'a lancé un regard venimeux quand papa s'est retourné pour examiner mon appartement modestement meublé avec une désapprobation à peine voilée. Regarde cet endroit, marmonna-t-il en faisant un geste vers mon espace pratique mais confortable. Vivre comme un étudiant alors que tu pourrais te permettre mieux. À quoi bon avoir de l'argent si ce n'est pour bien vivre ou aider sa famille? Le point de rupture est arrivé lorsque papa a lancé ce qui équivalait à un ultimatum. Tu dois décider si tu fais partie de cette famille. Miller, les vrais membres de la famille se manifestent quand on a besoin d'eux. Quand ils sont finalement partis, mon appartement semblait à la fois plus vide et plus étouffant qu'avant. Le sommeil s'est avéré impossible. Mon esprit s'emballait avec leurs accusations, luttant contre ma propre certitude que leur demande était déraisonnable. À 3 heures du matin, la mention désinvolte de Marcus du poste à Berlin a refait surface dans mes pensées. Assis à ma table de cuisine avec pour seule lumière la lueur de mon ordinateur portable, j'ai fait des recherches sur le bureau de Berlin, les visas de travail internationaux et la logistique d'une relocalisation à l'étranger. Le tableau d'affichage interne de l'entreprise montrait que le poste de développeur senior était toujours vacant. Presque sans décision consciente, j'ai mis à jour mon CV et j'ai soumis une candidature, ne m'attendant à rien. La réponse est arrivée dans ma boîte de réception avant même que je me sois douché pour le travail. Une demande d'entretien pour 9h30 ce matin-là par vidéoconférence avec le chef d'équipe de Berlin et le directeur des ressources humaines. L'urgence suggérait à la fois un intérêt sincère et un besoin pressant. L'entretien a commencé de manière maladroite. Je fonctionnais avec peut-être 2 heures de sommeil fragmenté, la caféine masquant à peine mon épuisement. Mais quelque chose a changé lorsque les questions techniques ont été posées. Discuter des défis de codage et de l'architecture système a fourni une évasion bienvenue du drame familial. Mon cerveau s'est engagé pleinement pour la première fois depuis des jours. Votre expérience en gestion de projet avec des clients du secteur de la santé nous intéresse particulièrement, a déclaré Klaus, le chef d'équipe de Berlin. Nous venons de signer un contrat majeur avec un fournisseur européen de systèmes médicaux. À la fin de l'entretien, j'ai ressenti une connexion avec ces inconnus qui avaient manqué dans mes interactions récentes avec ma propre famille. Ils appréciaient mon expertise, respectaient mes questions et semblaient sincèrement enthousiastes quant à mes contributions potentielles. Nous aimerions vous faire une offre, a déclaré Elena des RH, me surprenant par sa franchise. 30% d'augmentation de salaire par rapport à votre poste actuel, un package de relocalisation complet et un parrainage de visa accéléré. Notre calendrier de projet est agressif. Nous aurions besoin de votre décision dans les 48 heures. L'offre était inattendue, mais étrangement parfaite. Une partie de moi reconnaissait que j'envisageais une décision de vie majeure, en partie pour échapper à la pression familiale, mais l'opportunité elle-même était légitime et convaincante. J'ai promis de l'examiner attentivement et j'ai mis fin à l'appel. Tout au long de la journée de travail, j'ai pesé mes options. Rester signifiait une pression familiale continue et des dommages potentiellement irréparables aux relations. Partir signifiait une rupture nette, de nouveaux défis professionnels et une distance physique par rapport à des dynamiques toxiques. Le soir, ma décision était presque prise, mais je sentais que je devais à mes parents une dernière conversation, non pas pour obtenir leur permission, mais pour clore le chapitre. Je suis arrivé chez eux vendredi soir avec un objectif clair. Ce ne serait pas une dispute ou une négociation, simplement une explication de ma décision. La voiture de Nathalie dans l'allée était une surprise malvenue. J'avais espéré parler uniquement avec mes parents. Maman a ouvert la porte avec un soulagement visible. Miller, je savais que tu finirais par céder. Entre. Nous discutions justement des options de financement. La présomption que ma présence indiquait une reddition a allumé une colère silencieuse que j'ai soigneusement contrôlée. Dans le salon, papa et Nathalie étaient assis, entourés de papiers, de calculatrices de prêts, d'annonces immobilières et de ce qui semblait être un projet d'accord. Je ne suis pas là pour l'argent, ai-je commencé en restant debout. Tandis qu'ils étaient tous assis, je voulais vous faire savoir qu'on m'a offert un poste au bureau de mon entreprise à Berlin. J'envisage sérieusement de l'accepter. Le silence stupéfait fut brièvement satisfaisant. Berlin, comme en Allemagne. A finalement demandé maman. C'est généralement là que se trouve Berlin. Oui.
Le sarcasme inhabituel m'a échappé. Papa s'est rapidement ressaisi. Son expression se durcissant, fuyant ses obligations familiales. Alors typique. Je poursuis une opportunité de carrière. Ai-je corrigé? Une qui offre une progression substantielle et une expérience internationale. Nathalie a ricané. Quel timing pratique. Au moment où on te demande d'aider quelqu'un d'autre que toi-même, tu fuis le pays. Il ne s'agit pas de toi, Nathalie. Tout ne tourne pas autour de toi. Bien sûr que si, ça me concerne, a-t-elle explosé, le masque tombant complètement. Tu fais ça spécifiquement pour éviter de m'aider. Le poste à Berlin est ouvert depuis des mois. Ai-je menti légèrement? J'y pense depuis un certain temps. Papa s'est levé, adoptant sa posture autoritaire. Tu fais une erreur, mon fils. La famille devrait passer avant les ambitions professionnelles. Ce principe semblait être appliqué de manière sélective dans cette maison, ai-je répondu calmement. Ce qui a suivi a été la conversation la plus honnête que notre famille ait jamais eue. Des vérités douloureuses longtemps refoulées, émergeant enfin. J'ai détaillé des années de traitement inégal, de double standard et de mépris de mes réalisations. Papa a répliqué par des accusations de jalousie et d'ingratitude. Maman a tenté de jouer les pacificatrices, mais a révélé ses propres préjugés à chaque intervention. Nathalie, sentant qu'elle perdait le contrôle du récit, a escaladé de façon spectaculaire. Admets simplement que tu me détestes. Tu as toujours été jalouse parce que maman et papa m'aiment plus. L'explosion enfantine aurait pu être presque comique si elle n'avait pas exposé si parfaitement le dysfonctionnement de base. Je ne te déteste pas, Nathalie, mais je ne te fais pas confiance avec mon avenir financier. Tu n'as pas besoin de tout cet argent, a-t-elle presque crié. Tu vis comme un moine de toute façon. Pourquoi économises-tu qu'il soit si important? Mes choix, ma liberté, mon avenir, chaque mot délibéré et ferme. Alors que la dispute s'intensifiait, des révélations choquantes ont émergé. Papa a révélé par inadvertance qu'ils avaient refinancé leur maison 2 fois pour couvrir l'entreprise ratée de Nathalie et ses dettes de carte de crédit. Maman a laissé échapper que Nathalie avait déjà été refusée par 2 prêteurs hypothécaires avant de me solliciter. Vous avez favorisé son irresponsabilité financière pendant des années, ai-je dit, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Et maintenant vous vous attendez à ce que je continue sur cette lancée. Le visage de papa a rougi de colère. Nous avons soutenu nos 2 enfants selon leurs besoins. Nathalie a eu besoin de plus d'aide. C'est juste la réalité. Non, vous l'avez paralysée en ne lui permettant jamais de faire face aux conséquences, ai-je répliqué. Et maintenant vous voulez que je fasse de même. La dispute a continué à s'intensifier jusqu'à ce que je me lève finalement pour partir, émotionnellement épuisé mais étrangement libéré. Je vous ferai part de ma décision concernant Berlin d'ici dimanche. Le dernier mot de papa m'a suivi jusqu'à la porte. Si tu choisis d'abandonner ta sœur quand elle a besoin de toi, ne t'attends pas à ce que la même famille que tu as toujours eu t'attende quand tu décideras de revenir. La menace a persisté pendant que je rentrais chez moi, ses implications se dévoilant lentement dans mon esprit. Étais-je vraiment menacé d'excommunication familiale pour avoir refusé de donner mes économies? 2 heures après être rentré à mon appartement, la réponse est arrivée par texto de papa. Ta mère et moi avons discuté de la situation. Tes choix sont clairs, porte-toi garant pour le prêt immobilier de Nathalie d'ici lundi. Ou considère ta relation avec cette famille comme fondamentalement changée. La famille reste unie ou pas du tout. Il ne s'agit pas d'argent mais de loyauté. Fais le bon choix, mon fils. Le message m'a stupéfié par son ultimatum explicite. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec des notifications. Nathalie avait publié une mise à jour sur les réseaux sociaux, vague mais clairement ciblée. Le cœur brisé quand ceux qui devraient vous aimer le plus révèlent leur véritable égoïsme. Certains liens que je pensais indestructibles. La section des commentaires s'est rapidement remplie de réponses sympathiques, y compris plusieurs de membres de la famille élargie qui connaissaient clairement la situation du point de vue de Nathalie. Seule la cousine Rachel, la famille d'abord, toujours, je n'arrive pas à le croire. Oncle Peter, certaines personnes oublient d'où elles viennent. Tante Suzanne, appelle-moi ma chérie. Nous allons trouver une solution. La campagne de dénigrement public coordonnée a été suivie d'un texto de groupe de maman à plusieurs membres de la famille qui m'incluaient accidentellement. Miller était-tu à propos d'aider Nathalie?
Si quelqu'un peut lui faire entendre raison avant qu'il ne ruine définitivement les relations familiales, s'il vous plaît, essayez. Quelque chose de froid et de clarifiant s'est installé dans ma poitrine. Ce n'étaient pas les actions de personnes qui respectaient mon autonomie ou se souciaient de mon bien-être. C'étaient des tactiques coercitives conçues pour forcer la conformité. À 23h30 ce soir-là, une pensée troublante m'a frappé. Nathalie avait toujours accès à un compte d'épargne joint que nous avions ouvert il y a des années pour un fonds de vacances familiales. Le compte était resté ouvert avec des fonds minimaux, mais il était lié à mes comptes principaux pour des transferts occasionnels. Je me suis connecté à mon application bancaire pour vérifier le statut et j'ai découvert quelque chose de glaçant. 3 tentatives de connexion infructueuses au cours de la dernière heure depuis un appareil non reconnu. Quelqu'un, presque certainement Nathalie, essayait d'accéder à mes comptes. La prise de conscience a déclenché une action immédiate. Avant minuit, j'étais au téléphone avec la ligne d'urgence de ma banque, mettant en place des gels de sécurité et supprimant toutes les connexions d'accès externes. À 1h du matin, j'avais créé des comptes entièrement nouveaux dans une autre institution financière et initié les transferts de mes économies. À 2h, j'avais changé tous les mots de passe, questions de sécurité et numéros de téléphone de récupération associés à mon identité financière. Le sentiment de trahison était profond. Ma propre sœur avait tenté d'accéder à mes comptes sans permission. Qu'il s'agisse de vérifier les soldes ou de transférer des fonds restés incertains, mais la violation des limites était indéniable. Il ne s'agissait plus seulement de manipulation émotionnelle. C'était potentiellement criminel. À l'aube, j'ai envoyé une réponse de 2 mots au texto d'ultimatum de mon père. Je comprends. Qu'il interprète cela comme il le souhaitait. Puis j'ai envoyé un email à Elena à Berlin. J'accepte le poste. Quand puis-je commencer? Le matin a apporté les conséquences de mon verrouillage financier de minuit. 57 appels manqués et 36 messages textes. Les messages vocaux allaient de furieux à menaçants. Papa, qu'est-ce que tu as foutu? Nathalie dit que tous les comptes sont gelés. Règle ça immédiatement ou il y aura de graves conséquences. Nathalie, espèce de monstre absolu. Je vérifiais juste notre compte joint. Comment oses-tu m'accuser de vol après tout ce que j'ai fait pour toi? Maman, Miller, s'il te plaît, appelle-nous. Cette situation devient incontrôlable. Quoi que tu penses que Nathalie a fait, je suis sûr qu'il y a une explication. Oncle Peter, ton père est hors de lui. Je ne l'ai jamais vu aussi en colère. Tu dois arranger ça, mon fils. Le dernier message venait de maman. Un simple texto qui, d'une certaine manière, m'a blessé plus profondément que les messages vocaux en colère. Je suis déçu de toi. Pas en colère, pas confuse, déçu, comme si protéger mes finances d'un accès non autorisé était un échec moral plutôt qu'une protection de base. En parcourant le flot de messages, une autre notification est apparue, une capture d'écran d'une conversation familiale privée de ma cousine Rachel, qui avait toujours été gentille avec moi. J'ai pensé que tu devrais voir ça, je n'écris pas ce qu'ils font. La capture d'écran montrait une conversation entre divers membres de la famille discutant de mes problèmes de santé mentale et de mon comportement paranoïaque avec Nathalie, suggérant que j'aurais peut-être besoin d'une aide professionnelle pour ma relation malsaine avec l'argent. Papa a proposé une intervention familiale où ils aideraient Miller à voir la raison concernant ses responsabilités. L'assassinat de caractère coordonné a confirmé ma décision. Ce n'étaient pas les actions de personnes qui avaient mes meilleurs intérêts à cœur. Avec un calme étrange, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai officiellement accepté le poste à Berlin par email. Elena a répondu en quelques minutes avec les documents préliminaires et une date de début proposée dans 3 semaines. Au bureau, j'ai demandé une réunion privée avec mon directeur pour donner mon préavis de 2 semaines. Marcus n'a pas semblé surpris. Berlin a fait une offre. Oui, j'accepte. Il a hoché la tête lentement. Je me doutais que tu le ferais. Ils ont un sacré développeur. J'apprécie le soutien que tu m'as apporté ici, ai-je dit, soudainement ému de quitter le lieu de travail qui avait été mon seul environnement stable. Écoute, Miller, à propos du timing. A hésité Marcus, ce qui était inhabituel pour lui. Je sais que les choses sont compliquées avec ta famille en ce moment. L'entreprise exige normalement un préavis de 2 semaines, mais étant donné les circonstances, nous pourrions traiter ton départ plus efficacement si nécessaire. Son implication était claire. Il offrait une sortie accélérée si ma situation familiale le rendait nécessaire. Qu'est-ce que Berlin t'a dit exactement? Ai-je demandé.
Rien de spécifique. Klaus a mentionné des circonstances personnelles. Quand il a appelé pour vérifier tes références, j'ai comblé quelques lacunes. Il a haussé les épaules. Les relocalisations internationales sont complexes. Parfois, les choses doivent se faire rapidement. À la fin de la journée, mon calendrier de départ s'est considérablement accéléré. Je terminerai officiellement dans une semaine, avec une semaine supplémentaire de congés payés pour gérer la logistique de la relocalisation. L'entreprise organiserait l'expédition des biens essentiels tout en fournissant une allocation pour de nouveaux meubles à Berlin. Les aspects pratiques du démantèlement de ma vie américaine se sont déroulés avec une efficacité surprenante. Mon bail d'appartement contenait une clause permettant la résiliation avec un préavis de 30 jours et un mois de loyer supplémentaire. Un coût financier, mais qui valait la rupture nette. Mes modestes meubles se sont vendus rapidement sur les marchés en ligne, et ma fidèle Honda a trouvé un nouveau propriétaire en un étudiant diplômé. Chaque étape logistique terminée semblait couper un autre lien avec la vie que ma famille voulait contrôler. Chaque boîte emballée représentait la liberté plutôt que la perte. La seule obligation restante était mon appartement, trop d'objets personnels pour simplement les abandonner, trop peu de temps pour tout trier correctement. J'ai loué un petit garde-meuble pour les objets ayant une réelle valeur sentimentale et j'ai donné le reste à des œuvres de charité locales. 4 jours après le début de cette transformation éclair, maman m'a envoyé un texto pour me demander de la rencontrer seule pour un café. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté, choisissant un café public où toute scène potentielle serait contenue par la bienséance sociale. Elle est arrivée avec l'air plus petite. D'une certaine manière, l'institutrice confiante était diminuée par le conflit familial. Pendant plusieurs minutes, nous avons échangé des banalités douloureusement maladroites sur le temps et le prochain concert de printemps de son école. Finalement, elle a abordé le sujet délicat. « Ton père m'a parlé de ton travail à Berlin », a-t-elle commencé en remuant son café intact. « Est-ce que ça va vraiment se faire ?»« Oui, je pars la semaine prochaine. » Sa main a légèrement tremblé, si vite, sans même en discuter d'abord avec la famille. Les événements récents suggéraient que les discussions familiales étaient devenues des affaires unilatérales. Elle a grimacé mais n'a pas contesté ce point. « Miller, je sais que les choses ont été intenses ces derniers temps, mais fuir sur un autre continent semble extrême. Nous pouvons sûrement trouver un terrain d'entente concernant la situation de Nathalie. » « Il n'y a pas de terrain d'entente, maman. Toi et papa m'avaient donné un ultimatum. Sacrifier ma sécurité financière pour Nathalie ou être coupé de la famille. Je ne fais que reconnaître le choix que vous avez présenté. Nous n'avons jamais voulu que ça en arrive là, a-t-elle insisté, les larmes aux yeux. Nous voulons juste que tu aides ta sœur. Juste cette fois-ci. L'expression a allumé quelque chose en moi. Juste cette fois-ci. Maman, Nathalie a eu d'innombrables, juste cette fois, les frais de scolarité de l'université, les études supérieures qu'elle n'a pas terminées, les entreprises ratées, les renflouements de cartes de crédit, les paiements de voitures, le loyer quand elle a quitté des emplois sans en avoir de nouveaux. Ça n'a jamais été, juste cette fois-ci. Maman a semblé sincèrement surprise. Comment as-tu su pour les cartes de crédit? Papa a mentionné le refinancement lors de notre dispute. Ce n'était pas difficile de faire le lien. Elle a soupiré profondément. Ta sœur a des difficultés que tu n'as pas. La vie est plus facile pour toi. La vie n'est pas plus facile pour moi. Je fais des choix différents. J'accepte les conséquences. Je vis selon mes moyens. Elle a trouvé la maison de ses rêves. Miller. Comment peux-tu lui refuser ce bonheur? La conversation a continué, tournant autour du même sujet. Mon obligation de me sacrifier pour le bonheur de Nathalie, mon égoïsme de donner la priorité à ma sécurité financière, ma cruauté d'avoir mis en place des protections de compte. Quand maman a finalement demandé directement si j'allais simplement aider cette seule fois, j'ai répondu avec une finalité calme, non, et j'ai besoin que tu comprennes que cette réponse ne changera pas, peu importe combien de membres de la famille appellent ou combien d'appels émotionnels vous faites. Elle est partie peu de temps après, nos adieux maladroits étendus. Le gouffre entre nous semblait infranchissable, non pas à cause de la colère, mais parce que nous partions de conceptions fondamentalement différentes de l'obligation familiale. La nuit précédant mon départ a apporté une dernière confrontation. J'étais en train d'emballer les derniers de mes effets personnels essentiels lorsqu'un coup sec à la porte a interrompu mon travail méthodique. À travers le Judas, j'ai vu Nathalie, seule et clairement agitée. Contre mon meilleur jugement, j'ai ouvert la porte mais j'ai bloqué l'entrée.
Nathalie, il est tard. Tu le fais vraiment? Dit-elle en voyant les valises emballées derrière moi. Tu t'enfuis en Europe. J'ai accepté une opportunité d'emploi. C'est tout. Elle a eu un rire creux. Bien sûr. Rien à voir avec le refus d'aider ta seule sœur. Avais-tu besoin de quelque chose de spécifique, Nathalie? Je pars demain et j'ai encore des bagages à faire. Son expression a soudainement changé. La vulnérabilité remplaçant l'hostilité. Miller, je pense que nous avons mal commencé avec toute cette histoire de maison. Je sais que j'ai pu paraître exigeante. L'aveu était si inattendu. J'ai momentanément baissé ma garde, reculant pour la laisser entrer. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle poursuivi en s'asseyant sur la seule chaise restante, sur les conséquences et les choix. Et tu as raison, je n'ai pas toujours pris les meilleures décisions financières. Pendant un bref moment d'espoir, je me suis demandé si une véritable réconciliation pourrait être possible. Puis elle a continué, c'est pourquoi j'ai plus que jamais besoin de ton aide. Cette maison pourrait être mon nouveau départ, ma chance de construire enfin quelque chose de stable. J'ai élaboré un meilleur plan de paiement. Tu n'aurais pas besoin de me donner les 125 000 $ en entier, peut-être juste 75 000 $ en prêt. Je te rembourserai dans les 5 ans, c'est garanti. La déception fut écrasante, mais clarifiante. Nathalie, rien n'a changé. Ma réponse est toujours non. Son masque de contrition a disparu instantanément. Alors tu es toujours le même salaud égoïste. Sais-tu ce qui s'est passé depuis que tu as fait ton petit coup de banque? La tension artérielle de papa est montée en flèche. Maman fait des crises d'angoisse. J'ai perdu la compte sur la maison parce que je n'ai pas pu obtenir de financement à temps. Je suis désolé pour les problèmes de santé de maman et papa, mais je ne suis pas responsable de tes décisions financières. Oh, mais tu es responsable de la destruction de cette famille, a-t-elle répliqué, la voix s'élevant. Sais-tu quoi d'autre? J'ai déjà 30 000 $ de dette de carte de crédit pour essayer de maintenir le style de vie attendu dans l'immobilier de luxe. Ma voiture a 3 mois de retard sur les paiements. Je pourrais perdre mon emploi si je n'ai pas l'air assez pour vendre des propriétés haut de gamme. L'aveu de sa situation financière désastreuse a confirmé toutes les intuitions qui m'avaient conduit à protéger mes biens. Cela n'aurait pas été un prêt unique, mais le premier versement d'un cycle sans fin d'urgence financière. Nathalie, je pense que tu devrais partir. Tu te crois tellement meilleure que moi, a-t-elle craché en ramassant son sac à main. Mais tu n'es qu'un lâche qui fuit sa famille. Profite de ta vie solitaire en Allemagne. J'espère que l'argent que tu accumules te tiendra chaud la nuit. Alors que la porte se fermait derrière elle, j'ai ressenti un sentiment de paix inattendu. Demain, j'embarquerai dans un avion pour Berlin, laissant derrière moi une dynamique familiale devenue insoutenable. Ce qui m'attendait serait difficile de différentes manières, mais serait façonné par mes choix plutôt que par les attentes des autres. Berlin et le printemps ont défié les attentes. Au lieu du paysage industriel gris que les films américains dépeignent souvent, j'ai trouvé une ville vibrante où l'architecture historique côtoyait le design moderne, où les parcs éclataient d'une verdure inattendue et où l'énergie de la réinvention semblait pulser dans des rues qui avaient connu à la fois la division et la réunification. L'appartement que mon entreprise avait arrangé à Prenzlauer Berg a fourni l'introduction parfaite à ma nouvelle vie. Un appartement ensoleillé au 5e étage sans ascenseur dans un immeuble d'avant-guerre rénové avec de hautes fenêtres et des parquets qui craquaient agréablement sous les pieds. Le quartier grouillait de jeunes familles et de professionnels, parsemé de cafés de coin où ordinateurs portables et conversations coexistaient dans une harmonie confortable. Le contraste avec ma vie antérieure fut immédiat et profond. Personne à Berlin ne me connaissait comme le frère de Nathalie ni ne mesurait ma valeur à l'aune des attentes familiales. Mes collègues au bureau m'ont accueilli avec une curiosité sincère et un respect professionnel, intéressés par mon expertise technique plutôt que par mes finances personnelles ou mes relations familiales. Klaus, le chef d'équipe qui m'avait interviewé, est devenu un allié inattendu dans ma transition. L'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en Allemagne pourrait te surprendre, m'a-t-il prévenu lors de ma première semaine. Nous attendons de la concentration pendant les heures de travail, mais considérons les emails après 18 heures comme légèrement offensants. Les week-ends sont sacrés. Même tes jours de vacances sont imposés par la loi, tu dois les prendre. Cette séparation structurée entre les sphères professionnelles et personnelles m'a d'abord semblé étrangère, mais de plus en plus libératrice. Pendant 8 ans, j'avais été disponible pour les urgences de travail tard le soir et les sprints de projet le week-end. Maintenant, mes soirées et mes week-ends m'appartenaient entièrement.
Du temps pour explorer ma nouvelle ville, suivre des cours de langue et traiter progressivement la rupture familiale que j'avais laissée derrière moi. Les cours d'allemand sont devenus mon rituel du mardi et du jeudi soir. Lutter avec une grammaire inconnue aux côtés d'autres immigrés a créé un lien immédiat de vulnérabilité partagée. Ma classe comprenait Sofia de Grèce, Matteo d'Espagne, June de Corée du Sud et Esha du Nigeria. Tous des professionnels trouvant leur chemin dans une nouvelle culture. Tous repartant de zéro avec Gutan, Tag et Wige et Inan. Votre accent est très précis, a commenté Sofia après m'avoir entendu pratiquer un dialogue, comme si vous programmiez la langue. Déformation professionnelle, ai-je admis. Je parle en code la plupart du temps. Ces petites connexions basées sur une expérience commune plutôt que sur une obligation ont progressivement formé la base de mes premières amitiés authentiques depuis des années. Le café du week-end avec des camarades de classe a évolué vers l'exploration de musées ensemble, puis l'essai de restaurants dans différents quartiers, puis des excursions de randonnée vers des lacs et des forêts voisins. 3 mois après mon arrivée à Berlin, mon téléphone s'allumait encore occasionnellement avec des messages de chez moi. Maman envoyait des mises à jour hebdomadaires qui évitaient soigneusement de mentionner Nathalie ou la situation de la maison, se concentrant plutôt sur les nouvelles du quartier et des demandes de renseignements douces sur ma nouvelle ville. Papa est resté silencieux, à l'exception d'un email d'anniversaire laconique ne contenant que ses meilleurs vœux pour l'année à venir. Nathalie a alterné entre des accusations de colère et des appels manipulateurs, chacun ignoré jusqu'à ce qu'ils finissent par s'estomper. Par l'intermédiaire d'un ami commun chez Tech Fusion, j'ai appris que Nathalie avait en effet perdu la compte sur la maison de ses rêves. Plutôt que d'accepter la réalité financière, elle avait apparemment convaincu mes parents de se porter co-garant pour une autre propriété, légèrement moins chère. L'information est venue avec un détail supplémentaire qui a validé ma décision. L'ami a mentionné avoir entendu Nathalie se vanter auprès d'un collègue de son plan de secours de faire refinancer la maison de nos parents si elle ne pouvait pas payer les mensualités du prêt. Cette confirmation de ce qui serait arrivé si j'étais resté empêtré dans les finances familiales a coïncidé avec mon évaluation de performance de 6 mois au bureau de Berlin. Klaus et le directeur du département ont présenté des nouvelles inattendues. Mon travail d'intégration des systèmes des clients du secteur de la santé avait dépassé les attentes et ils voulaient me promouvoir à la direction de projet pour le déploiement européen élargi. Vos compétences techniques, nous les attendions, a expliqué Klaus, votre capacité à naviguer dans les différences culturelles entre les systèmes médicaux allemands, français et suédois tout en maintenant une mise en œuvre cohérente, c'est ce qui nous a le plus impressionné. La promotion s'est accompagnée d'une autre augmentation de salaire et d'une reconnaissance formelle lors de la réunion trimestrielle de tous les employés. Alors que mes collègues me félicitaient après, Julia de l'équipe de conception s'est attardée pour poser des questions sur l'interface de santé. Les améliorations de l'expérience utilisateur étaient votre travail, a-t-elle demandé, son anglais précis avec un léger accent allemand. La hiérarchie visuelle dans le tableau de bord des données des patients est élégamment structurée. Notre discussion professionnelle autour d'un café s'est prolongée en dîner, puis en visite de musée le week-end, puis en une excursion spontanée d'une journée à Dresde. Le style de communication directe de Julia et sa perspective créative ont à la fois défié et complété mon approche analytique. Contrairement aux relations précédentes où j'avais soigneusement surveillé mes dépenses pour maintenir mes objectifs d'épargne, je me suis retrouvé à assouplir naturellement mes limites financières pour embrasser des expériences avec elle, des week-ends à Prague, des billets de concert, des après-midi en terrasse de café qui s'étiraient jusqu'au soir sans calculer l'efficacité du temps passé. 6 mois après mon arrivée à Berlin, un email inattendu est arrivé de ma cousine Rachel. J'espère que tu vas bien. Je voulais que tu saches que Nathalie a déjà manqué 3 paiements d'hypothèque. Tes parents les couvrent, mais ils ont du mal. Personne ne te blâme. Je pensais juste que tu devrais connaître les faits. L'information a atterri avec des émotions complexes, de l'inquiétude pour mes parents, la justification de mes limites, de la tristesse pour la continuation du schéma. Après mûre réflexion, j'ai envoyé un remerciement à Rachel pour la mise à jour, mais j'ai maintenu ma distance par rapport à la situation. Ce week-end-là, Julia et moi avons fait une randonnée dans le parc national de la Suisse saxonne. Les formations de grès distinctives offraient une perspective qui transcendait mes préoccupations familiales. Debout au sommet du pont de Bastet, regardant la vallée de l'Elbe, j'ai vécu un moment de profonde clarté. Je n'avais pas seulement échappé à une situation toxique. J'avais créé de l'espace pour une vie authentique alignée sur mes valeurs. Tu sembles loin, a observé Julia, sa main trouvant la mienne sur l'ancienne balustrade en pierre. Je réalise juste à quel point ma vie est différente maintenant, ai-je admis, dans le bon sens. Différente de Boston.
Différente de qui j'étais à Boston, ai-je précisé. J'ai passé tant d'années à me définir par ce que je n'étais pas. Pas irresponsable, pas financièrement imprudent, pas exigeant. Je commence tout juste à découvrir qui je suis réellement sans ces définitions négatives. Julia a hoché la tête pensivement. C'est pourquoi les Allemands ont le concept de Fernweh, le désir des lieux lointains. Parfois, nous devons voyager loin pour nous trouver. À l'approche de l'automne, un autre email est arrivé d'une source inattendue. Mon père, le message était bref mais significatif. Miller, ta mère a subi une petite intervention chirurgicale la semaine dernière. Rien de grave, juste une ablation de la vésicule biliaire. La convalescence se déroule normalement. Je pensais que tu devais savoir. L'assurance a couvert la plupart des frais, mais la franchise était substantielle. Les factures médicales de nos jours. J'espère que Berlin te traite bien, papa. La référence financière subtile ne m'a pas échappé. La mention des factures médicales contenait une demande implicite. Après réflexion, j'ai répondu avec une inquiétude sincère pour la santé de maman, des questions spécifiques sur sa convalescence et une offre de discuter par vidéo quand elle se sentirait d'attaque. J'ai délibérément évité de reconnaître l'allusion financière. La réponse de papa est arrivée rapidement. Elle va bien. Les factures sont gérables mais c'est serré avec l'aide à Nathalie qui traverse une mauvaise passe. Si tu voulais contribuer aux frais médicaux de ta mère, ça soulagerait les choses. La demande directe nécessitait une réponse directe. J'ai envoyé une réponse soigneusement formulée expliquant que, bien que je me soucie profondément de la santé de maman, je ne pouvais pas soutenir financièrement un foyer qui continuait à favoriser les choix irresponsables de Nathalie. J'ai offert un soutien émotionnel, des appels réguliers et la promesse de rendre visite lorsque des limites appropriées pourraient être établies. La réponse fut prévisiblement déçue, mais manquait de la colère explosive de nos interactions précédentes. Peut-être que le temps et la distance avaient tempéré les attentes, ou peut-être que la réalité de la dépendance financière continue de Nathalie avait fourni une perspective sur mes préoccupations. Quelle que soit la raison, l'échange a marqué un changement subtil dans notre relation, toujours endommagée, mais évoluant vers une nouvelle compréhension basée sur le respect mutuel plutôt que sur la conformité. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un mouvement dans une direction plus saine. Le chemin vers le pardon de soi a commencé de manière inattendue lors d'une soirée pluvieuse de novembre dans mon appartement à Berlin. Après un appel vidéo avec maman, notre troisième depuis son opération, je me suis retrouvé submergé par des émotions contradictoires, culpabilité d'être à des milliers de kilomètres pendant sa convalescence, soulagement d'avoir établi des limites plus saines, colère persistante concernant des années de favoritisme et tristesse pour ce que notre relation familiale aurait pu être. Ces sentiments enchevêtrés se sont manifestés physiquement, une poitrine serrée, une respiration superficielle et un sentiment persistant de malaise qui a affecté mon sommeil et ma concentration. Julia a remarqué ma distraction pendant le dîner et a doucement suggéré quelque chose que je n'avais jamais envisagé. As-tu pensé à parler avec un thérapeute de ta situation familiale ? Ma résistance initiale a été automatique. La thérapie m'avait toujours semblé être pour les gens avec de vrais problèmes, pas pour des désaccords familiaux. Mais l'approche pragmatique de Julia a normalisé l'idée. La plupart des Allemands que je connais ont parlé avec un thérapeute à un moment donné. C'est juste de l'entretien pour l'esprit, comme aller chez le dentiste. 2 semaines plus tard, je me suis retrouvé dans le bureau confortable du docteur Baumann près d'Alexanderplatz, expliquant maladroitement ma dynamique familiale à une femme réfléchie avec des lunettes à monture argentée et une manière directe qui, d'une manière ou d'une autre, rendait la vulnérabilité sûre. Au cours des séances suivantes, des schémas que je n'avais jamais pleinement articulés ont émergé avec une clarté douloureuse. Le docteur Baumann a introduit des concepts comme la théorie des systèmes familiaux et la parentification émotionnelle qui ont fourni un cadre pour des expériences que j'avais précédemment expliquées ou minimisées. Ce que vous décrivez comporte des éléments d'abus financiers, a-t-elle noté lors de notre 4e séance. Votre sœur et vos parents ont tenté de s'approprier vos ressources sans se soucier de votre bien-être ou de votre consentement. Votre décision d'établir des limites n'était pas égoïste. C'était de l'autoprotection saine. Ces validations externes ont progressivement aidé à démanteler la culpabilité que j'avais transportée de l'autre côté de l'Atlantique. Le processus n'a pas été linéaire. Certaines séances m'ont laissé en colère contre les années de manipulation que j'avais endurées. D'autres ont apporté le deuil de la famille solidaire que je n'avais jamais vraiment eu. Mais lentement, une perspective a émergé du brouillard émotionnel. Le pardon ne signifie pas approuver ce qui s'est passé, a expliqué le docteur Baumann,
cela signifie se libérer du fardeau du ressentiment. Vous pouvez reconnaître le mal tout en choisissant de ne pas le porter plus loin. Pendant que je reconstruisais mon paysage intérieur grâce à la thérapie, mon monde extérieur s'est élargi de manière inattendue. Marcus de l'équipe d'ingénierie et son mari Stéphane m'ont invité à dîner, puis à des barbecues le week-end, puis à leur soirée de jeux régulière avec des amis. Le cercle d'amis artistes de Julia m'a accueilli dans des vernissages et des discussions créatives où ma perspective analytique était appréciée plutôt que rejetée comme froide ou calculatrice. Pendant la période de Noël, où le mal du pays aurait pu être le plus aigu, la famille de Julia m'a invité à leur célébration traditionnelle à Munich. L'accueil chaleureux de ses parents et leur intérêt sincère pour mon travail et mon parcours m'ont donné un aperçu de ce à quoi pourraient ressembler des dynamiques familiales saines. Un soutien sans être envahissant, un amour sans compter. Il t'aime bien, a commenté Julia alors que nous faisions une promenade nocturne sur le marché de Noël festif de Munich, des flocons de neige se prenant dans ses cheveux sombres. Ils me connaissent à peine, ai-je répliqué, toujours mal à l'aise avec une acceptation facile. Elle m'a serré la main. Ils en savent assez. Ils savent que tu rends leur fille heureuse. Pour eux, c'est suffisant. Le contraste avec l'approbation conditionnelle de ma propre famille était à la fois douloureux et éclairant. Ce que les parents de Julia offraient librement acceptation, respect, intérêt, les miens l'avaient toujours lié à la conformité à leurs attentes. La croissance professionnelle a suivi le développement personnel. 9 mois après mon arrivée à Berlin, Klaus m'a recommandé pour une promotion au poste de chef d'équipe de la division santé en pleine expansion. Vos compétences techniques vous ont fait embaucher, a-t-il expliqué. Mais votre intelligence émotionnelle et votre capacité d'adaptation culturelle vous ont valu cette promotion. L'ironie ne m'a pas échappé. Le supposé robot qui ne se souciait que des chiffres était promu spécifiquement pour ses capacités interpersonnelles. Avec une responsabilité accrue est venu un but plus profond. Remarquant le manque d'éducation au codage pour les jeunes défavorisés de notre district, j'ai commencé des ateliers le week-end au centre communautaire local, enseignant les concepts de base de la programmation à des adolescents qui n'auraient peut-être jamais envisagé une carrière dans la technologie. Ce qui a commencé comme un petit projet de bénévolat s'est étendu pour inclure d'autres ingénieurs de notre entreprise et a finalement obtenu le parrainage de l'entreprise pour l'équipement et les matériaux. Ces contributions à ma nouvelle communauté m'ont apporté une satisfaction au-delà de l'avancement de carrière ou de la sécurité financière. Pour la première fois, mes ressources temps, connaissances, argent étaient partagées par choix conscient plutôt que par obligation ou manipulation. La distinction a transformé le don de fardeau en joie. À l'approche de mon premier anniversaire à Berlin, j'ai établi un contact limité mais intentionnel avec ma famille restée au pays. Des appels vidéo mensuels avec maman maintenaient le lien tout en respectant les limites. Des emails occasionnels avec papa restaient quelque peu formels mais exemples de pression financière. Les communications de Nathalie, je les ai triées avec soin, ne répondant qu'aux messages exemples de manipulation ou de demande. Noël a apporté une petite percée. Une carte de maman avec une note manuscrite reconnaissant les schémas passés. Je réalise maintenant que nous vous avons parfois demandé plus que ce qui était juste. Le parcours de votre sœur a été difficile pour nous tous. J'essaie de mieux comprendre votre point de vue. Pas une excuse exactement, mais une reconnaissance du déséquilibre que j'avais nommé un an plus tôt. Ma carte de retour incluait des photos de Berlin, des détails sur mon travail et mon enseignement bénévole, et une invitation pour qu'ils viennent me rendre visite quand le moment sera propice pour tout le monde. Une porte ouverte, mais dans un cadre de respect mutuel. Grâce à la thérapie, à l'amitié, à un travail significatif et à une reconnexion familiale sélective, j'ai progressivement assemblé les pièces d'une vie authentique, une vie basée sur le choix plutôt que sur l'obligation, sur les valeurs plutôt que sur les apparences, sur les limites plutôt que sur la biologie. La leçon la plus profonde n'a pas émergé d'une confrontation dramatique, mais d'une réflexion tranquille. La vraie famille soutient votre croissance plutôt que d'exploiter vos ressources. Les personnes qui célèbrent votre succès, sans s'attendre à en bénéficier, qui respectent vos limites sans exiger de justification, qui apprécient la connexion sans y attacher de conditions. Celle-ci crée le fondement de relations saines, qu'elles soient liées par le sang ou par le choix. Les limites financières se sont avérées inséparables des limites émotionnelles, toutes deux expressions du respect de soi et de l'agentivité personnelle. En protégeant mes économies des demandes de Nathalie, je n'avais pas seulement préservé des ressources monétaires, mais j'avais affirmé mon droit de déterminer mes propres priorités et valeurs. La liberté qui en a résulté n'était pas une simple indépendance, mais une interdépendance selon des termes plus sains. Des relations fondées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation,
un don motivé par un soin sincère plutôt que par la culpabilité ou la manipulation. Un an après mon verrouillage financier de minuit et 57 appels furieux, je me tenais sur le balcon de mon appartement à Berlin, regardant la première neige de décembre transformer la ville. Le voyage n'avait pas été facile, laisser derrière moi ma famille, mon pays et des schémas familiers a nécessité un courage que je ne savais pas posséder. Il est resté une douleur non résolue et des relations incertaines de l'autre côté de l'océan. Pourtant, de la crise était née la clarté. En m'éloignant des attentes toxiques, j'avais trouvé le chemin vers une connexion authentique. En refusant de cautionner l'irresponsabilité financière, j'avais créé de l'espace pour une contribution significative. En me libérant du fardeau du dysfonctionnement familial, je m'étais ouvert à une joie sincère. Pour quiconque est confronté à des exigences familiales impossibles similaires, sachez ceci. Parfois, le choix le plus courageux n'est pas de se battre plus fort au sein de systèmes brisés, mais de créer des schémas entièrement nouveaux. Vos limites ne sont pas de l'égoïsme. Elles sont le fondement du respect de soi. Et parfois, la famille dont vous avez le plus besoin est celle que vous construisez plutôt que celle dans laquelle vous êtes né. J'aimerais entendre vos histoires sur la défense de vos limites ou la prise de distance par rapport à des situations toxiques. Quelqu'un d'autre a-t-il dû faire le choix difficile entre les attentes familiales et le bien-être personnel? Laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre expérience. Votre histoire pourrait aider quelqu'un qui se sent seul dans sa lutte. Si cela a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'expériences de la vie réelle. Merci d'avoir écouté et souvenez-vous, se choisir n'est pas égoïste. C'est parfois la chose la plus courageuse que vous puissiez faire.